protestante visant justement le rapprochement des parties prenantes en vue de restaurer la paix en République démocratique du Congo fait objet de beaucoup de critiques au sein de la plateforme présidentielle Union Sacrée. Entre-temps, plusieurs de la RDC seront occupés par l'ennemi. Alors, quelle est l'issue aujourd'hui des sorties de crise qu'elle propose ou de façon générale, pourquoi ne croit-elle pas à la démarche des pères spirituels alors que l'objectif poursuivi, c'est restaurer la paix dans cette grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo, messieurs, dames? Bonjour et merci de rester branchés aux antennes de CML13 Télévision, justement pour suivre votre magazine CML chez vous. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Trésor Kalala. Il est avec moi sur ces plateaux. C'est avec lui que nous allons réfléchir autour de cette question et tant d'autres. Monsieur Trésor, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tout le peuple congolais qui va nous suivre. Mes hommages à nos FRDC, à l'Est de la République, et toute la population qui est en train de vivre les atrocités de l'agresseur, le Rwandais. Laissez-moi lancer mes salutations à l'honorable Adèle Kabena, la présidente de mon parti politique, ainsi que tous les membres de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle. Comme vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver à CML13, surtout dans cette émission CML chez vous. Ici, nous avons la capacité d'atteindre un plus grand nombre. Je crois que nos téléspectateurs seront édifiés par la qualité de notre entretien dans cette émission. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme il a dit, c'est pas pour une première fois, c'est un habitué justement de ces plateaux. Alors, je rappelle qu'il est secrétaire national en charge de la communication média et porte-parole de AADC. Vous l'avez entendu, Alliance pour les actions de développement du Congo, présidé justement par l'honorable Adèle Kabena. Monsieur Trésor Kalala, je suis à vous. On va s'entretenir justement autour de cette question de l'Est. Tout d'abord, quelle est votre appréciation sur la démarche des églises, notamment catholiques et l'ECC, visant à restaurer la paix en République démocratique du Congo de façon générale? C'est une question tellement ouverte. La question est tellement, je dirais, vague, mais je vais la circonscrire. Vous savez, tout le monde est à la recherche de la paix. Alors, cette paix a un prix. Comme vous le savez, la situation que nous vivons aujourd'hui n'a pas daté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fera 3 décennies que nous sommes en train d'être agressés. Et depuis 30 ans, nous sommes en train de mener des démarches pour obtenir la paix. Et pour obtenir la paix, il y a des procédures. En entretemps, il faut dire que nous sommes en guerre. Et par conséquent, il faut noter que la guerre a ses dimensions. Donc, la guerre est diplomatique, la guerre est opérationnelle, les militaires sont sur le champ de bataille, la guerre est communicationnelle, la guerre est économique et même spirituelle. Donc, la guerre est sur ces dimensions. Alors, ici, il faut noter que nous devons nous battre sur tous les fronts. En dehors du front opérationnel, la guerre est aussi sur le plan diplomatique. Alors, la démarche des prêtres, j'ai eu à suivre cela avec beaucoup d'intention. Selon ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils sont en train de préparer ou schématiser ces grands forums-là qui va réunir tous les Congolais afin de discuter sur les questions de résoudre la crise sécuritaire qui ne doit pas être confondue à la crise politique. Parce qu'ici, il faut noter que la République démocratique du Congo n'est pas sous une crise politique, mais plutôt une crise sécuritaire. C'est là que j'aimerais m'interroger et aussi lancer ces interrogations au sein de la population. Le prêtre mène une démarche selon laquelle c'est pour la recherche de la paix et mettre fin à la guerre. Mais je dis, c'est bien beau. On peut consulter, on peut dialoguer, on peut s'asseoir, on s'entend, cohésion nationale, unité nationale, tout ça là, c'est bon. Mais aussi longtemps que nous n'aurons pas une bonne force sur le champ des batailles
dans la dimension de la guerre opérationnelle, eh bien, la démarche sera vouée à l'échec. C'est comme ça que moi je dis, c'est bien beau de dialoguer, c'est pas mal. Mais l'issue de ces dialogues, est-ce que ça va arrêter l'avancée des agresseurs? Parce qu'ici, il faut noter que cette guerre nous est menée par les grandes puissances, passant par le Rwanda, qui est les garçons de course, notamment de certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, je cite les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et j'en passe. Donc, la démarche des prêtres, oui, mais il ne faudrait pas confondre les choses. C'est pour résoudre une crise politique ou une crise sécuritaire. Si c'est pour une crise politique, il n'y a pas de crise politique. Crise sécuritaire, oui. Mais ceux qui nous agressent, ce sont les Rwandais et les grandes puissances. C'est comme ça que moi j'ai dit ici, le vrai dialogue doit être entretenu entre, je ne dirais même pas le Rwanda, entre ces grandes puissances, ceux-là qui ont les droits de veto ici, principalement la France, parce que, avant de chuter sur cette première question, vous vous rappelez, le samedi, lorsque la ville de Bukavu a été menacée, jusqu'à ce que les éléments rwandais ont pénétré la ville. Le soir, on a vu Emmanuel Macron expliquer sur son tweet officiel et même certifié, il dit qu'il a donné injonction au Rwanda de retirer ses troupes, chose qui avait été faite. Alors, quand on voit la toile s'enflammer, comme pour dire donc c'est vous qui utilisez les Rwandais, les vrais agresseurs, c'est vous, et les Rwandais n'est qu'une vraie marionnette. Et voilà, le lendemain matin, on a vu l'armée rwandaise faire encore évasion dans la ville de Bukavu. Ici, pour moi, l'occasion de dire, dans le vrai dialogue ne doit pas se tenir avec le M23, avec Paul Kagame. Le vrai dialogue doit se tenir entre la République démocratique du Congo et la France, notamment Tshisekedi et Macron, pour mettre fin à cette histoire, parce que ça saute aux yeux aujourd'hui que c'est la France qui est en train d'instrumentaliser le Rwanda pour venir agresser la République démocratique du Congo, piller, tuer et même violer nos mamans. Très bien, Monsieur Trésor, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, voyons que tout ce pays, la France, comme vous l'avez cité, ne joue pas franc jeu. Ils sont pas vrais, on va dire, ils sont hypocrites limite avec la République démocratique du Congo. Le temps de penser dialoguer ouvertement avec déjà des personnes qui ne sont pas franches, il faudrait laisser ici en interne le chaos total, il faudrait laisser que la situation s'empire et aller vers de personnes qui ne sont pas vraies. Entre-temps, à la maison, ça continue de brûler. C'est ici que je suis en train d'appeler à cette conscience patriotique, cette conscience collective. Donc ici, il ne faudrait pas considérer cette guerre comme la guerre de Tshisekedi. Ça serait une grosse erreur. J'aimerais rappeler ou informer aux Congolais, pour ceux qui ne le savent pas, que cette guerre de l'Est a emporté Mobutu. Si Mobutu est parti, c'était à cause de cette histoire de l'Est. Cette guerre a emporté Mouzé Kabila. Ok? Cette guerre, Joseph Kabila en a échappé. Ça pouvait l'emporter s'il ne répondait pas aux revendications, je dirais même aux injonctions de ces grandes puissances via le Rwanda. Lui, il a tout donné. Tout ce qu'on a demandé, il a tout donné et voilà qu'il a échappé. Aujourd'hui, nous avons Tshisekedi. Donc Kabila, lui, c'est parce qu'il a tout donné effectivement que le Rwanda il en a échappé. Ne s'est pas comporté en agresseur alors qu'il gérait. Effectivement. Et aujourd'hui, nous avons Tshisekedi et ça saute aux yeux que lui refuse de donner ce que son prédécesseur donnait. Et c'est ça toute cette guerre que nous sommes en train de vivre. Il suffit qu'il accepte aujourd'hui que la partie Est soit exploitée par le Rwanda, les matières premières, que l'armée rwandaise, une bonne partie, soit intégrée dans l'armée congolaise, que l'administration congolaise soit occupée par le Rwandais, que la scène politique, donc gouvernement, parlement et j'en passe, soit aussi occupée par certains Rwandais, cette guerre va prendre fin. Mais si nous refusons toutes ces choses-là, c'est pour l'amour du pays et aussi c'est ça même la cause qui pousse à ce que cette guerre puisse persister. Il suffit qu'il accepte ce que son prédécesseur a accepté avant, et bien cette guerre va prendre fin. Et c'est là que je m'en vais inviter tous les Congolais. Mais comment expliquez-vous le retour de M23 après le départ de Joseph Kabila? Écoutez, il ne faudrait... Voilà, donc vous me rejoignez. En fait,
Le M23 avait Non, tel moi les je ne armes. vous rejoins pas parce que le Kabila a destitué au fait les M23. Il y a ceux qui se sont retrouvés en prison. Après le M23, on refait sur place. On refait surface. Ici, le M23 avait déposé les armes après avoir pris la ville de Goma à travers un accord. À travers un accord de paix. Je crois que ça doit être l'accord de 2009, si je ne m'abuse. Plutôt de 2013. L'accord de 2013, c'est à travers ça que nous avions reçu cette paix cosmétique. Ok? Une paix de façade, mais pas une paix profonde, durable et définitive, parce que c'était sur base d'un accord selon lequel il fallait insérer les militaires du CNDP, du M23, dans l'armée congolaise. Il fallait leur attribuer des fonctions dans l'armée, dans le gouvernement, dans les parlements, dans l'administration publique. Donc il ne faudrait pas dire qu'on avait réussi à vaincre le M23. Non, on avait réussi à leur donner ce qu'ils cherchaient parce qu'ils ont toujours existé. Mais alors quand les régimes, s'il vous plaît, mais quand les régimes arrivent, ok, quand il y a un nouveau régime, en fait, ces régimes a refusé de donner ce qu'ils recevaient avant. C'est comme ça qu'ils ont encore repris les armes. Ils n'étaient pas défaits, ils étaient juste satisfaits. Maintenant qu'ils ne trouvent plus satisfaction, ils ont repris les armes pour répondre les hostilités. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et ici, c'est là que je vais appeler... Avant parce qu'il faut qu'on avance au même moment, au même niveau, okay. Monsieur Trésor, quand le président rwandais vient ici, on va essayer d'y revenir pour qu'il y ait partenariat entre le Rwanda et la RDC, partenariat économique. Il fallait raffiner de l'or également au niveau du Rwanda et après il y avait partage équitable entre les deux pays. Est-ce que ce n'était déjà pas un mauvais départ pour ce régime, sachant que le Rwanda a toujours été un pays agresseur, sachant que le Rwanda a toujours convoité la richesse congolaise? Est-ce que le mal n'est pas né là aussi pour ce qui est de ces régimes? Non, je ne pense pas. Je suis totalement opposé à cette façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que déjà, quand le président de la République prend le pouvoir, il doit maîtriser les vrais méandres pratiques. Ok? Avant, le pouvoir dit, quand j'arrive, il faut mettre fin à la guerre. Quand il entre, il doit comprendre, s'il vous plaît, il doit comprendre les méandres. Et nous sommes allés vers Kagame de bonne foi. C'est très important. Nous sommes allés de bonne foi. Dans les recherches de la paix, on s'est dit, Kagame a toujours cherché nos minéraux. Pourquoi ne pas signer des partenariats clairs, gagnant-gagnant? Vous comprenez? Et nous sommes allés de bonne foi pour faire les affaires. Parce que de bonne foi face à une personne qui a toujours manifesté une mauvaise foi de son côté. Nous sommes en train de découvrir, de constater cette mauvaise foi. Mais aujourd'hui, c'est quoi la solution? Alors laissez-moi évoluer, je vais arriver à la finalité. Nous sommes allés de bonne foi pour faire des partenariats gagnant-gagnant parce que nous avons estimé que la guerre qui se passe, elle est économique, c'est la recherche des ressources minières. Alors, allons-y, faisons des partenariats de bonne foi. Et Tshisekedi l'a fréquenté, il a présenté les plans, ils ont même signé. Il y a Rwanda, vous n'avez parlé que de la raffinerie, il y a aussi Rwanda qui était venu pour qu'enfin nous puissions vivre en rapport de bon voisinage, dans la paix. Nous sommes allés plus loin, jusqu'à dire que, au nom de la paix, que cette raffinerie de l'or soit construite au Rwanda. Nous sommes allés plus loin, davantage, pour dire, cherchez même des preneurs, les acheteurs, et on va partager le bénéfice, et vous aurez votre commission. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, de bonne foi, pourvu qu'on ait la paix. Mais malheureusement, c'est qu'il faut condamner ici. En faveur du Rwanda ou de la RDC, cette façon de... En faveur des deux parties. En faveur des deux parties. Qui est sorti gagnant finalement de cet accord? C'est non minéré, s'il vous plaît, c'est non minéré que nous vendons, nous ne donnons pas. Nous vendons, ok? Et c'est raffiné. C'est lui qui apporte... Une personne qui a l'habitude de convoiter vos biens, vous le lui... Si vous m'interrompez, vous n'allez pas comprendre où est-ce que je suis en train d'aller. Donc, retenez ici que nous sommes en train de coopérer pour la première fois avec la personne. OK? Et nous sommes allés de bonne foi. Au nom de la paix, on a eu à faire des concessions. OK? La paix a un prix. Au nom de la paix, nous avions eu à faire des concessions avec une personne que nous sommes en train de découvrir au début. OK?
Et dans le parcours, on constate que ces messieurs, au-delà des ressources minières, il a une autre idée, c'est quoi? Étendre son pays en modifiant nos frontières, et au-delà de tout, que sa race qui est le Tutsi, de dominer sur le Bantou, notamment le Congolais. Et plus loin, l'intention, c'est de diriger les Congolais. Et là, c'est dans le parcours qu'on est en train de découvrir. Alors, ici, ce qu'il faut condamner, ce n'est pas la bonne foi qui nous a poussé à négocier, à faire des accords au nom de la paix, même si on a eu à concéder certaines matières, ce qui est tout à fait normal pour la paix. Mais dans le parcours, quand c'est lui avec qui vous avez partisé, vous avez fait confiance, vous avez signé des accords, et que lui, il ne respecte pas, il va au-delà. C'est là qu'on découvre sa mauvaise foi, et on les traite maintenant comme quelqu'un ayant agi avec mauvaise foi. Mais le prédécesseur l'a dit, le prédécesseur de ces régimes m'a toujours dit aussi tout haut que Kagame n'était pas digne de confiance. Attention, qu'il faudrait pas. Il s'est toujours méfié de Kagame, il s'est toujours méfié du Rwanda. Non, moi, depuis que Kabila prend le pouvoir, en 2021 jusqu'en 2019, je ne l'ai pas entendu. 2001. Si je dis, il prend le pouvoir en 2001. Vous avez parlé de 2021, allez-y. Okay. Lapsus, voilà. Ouais, lapsus. 2001 jusqu'en 2019, je n'ai pas entendu une seule fois le prédécesseur de Tshisekedi citer nommément le Rwanda et Paul Kagame comme agresseurs de la République du Congo. Si vous avez une vidéo, je vous mets au défi. Qu'est-ce qui explique le fait qu'ils n'ont pas entretenu de bonnes relations? Écoutez, là, vous voulez me pousser à crever une abcès. Non, c'est pour comprendre que Kabila aussi, ses positions n'étaient pas en faveur du Rwanda. Ses positions, il s'y opposait aussi. Bon, malheureusement, moi, je n'aime pas trop parler de Kabila parce qu'il est déjà passé. Bon, parce que vous me posez la question, ici, l'homme orchestre l'accomplissement du plan rwandais en République démocratique du Congo a un nom. Et ce nom-là, c'est celui que vous appelez Kabila. C'était lui la concrétisation du plan de destruction de la République démocratique du Congo dans toutes ses couches. C'est Kabila. Donc ici, ne me dites pas que Kabila était contre Kagame. Le Congo était dirigé... Kabila a laissé un Congo détruit. Voilà, effectivement. Notamment notre appareil sécuritaire, notre renseignement, notre armée, toutes les structures de sécurité, il les a laissés décousus. Et tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est à cause de Kabila. Comment vous l'avez construit en 6 ans? Qu'est-ce qui a empêché ou qu'est-ce qui a manqué? C'est comme ça que je suis en train de vous dire. Le changement, la reconstitution, c'est dans la durée. Vous comprenez? Ce n'est pas par un coup de bâton magique. C'est sur le temps. Kabila a eu 19 ans. 6 ans, c'est aussi du temps. Non, s'il vous plaît. C'est 13 ans, 6 ans, c'est aussi dans la durée. Effectivement, j'en arrive. Kabila a eu 19 ans pour accomplir le plan rwandais à la tête du pays. Écoutez, le plan, c'était détruire l'armée. Kabila n'a pas eu un Congo, il n'y a pas eu passation de pouvoir comme ça s'est fait avec le président Félix Tshisekedi. Il n'a pas eu un Congo, quand vous dites qu'il a eu 19 ans pour détruire le Congo, il n'a pas eu un Congo où tout était déjà organisé, il est venu tout détruire. Il a trouvé un Congo où il devrait aussi construire notamment des institutions, mettre en place un pays organisé. Il a mis en place un 1+4, un peu comme aujourd'hui on a le 1+6 avec l'Union sacrée. Donc il a connu de problèmes durant son parcours aussi. Hein. C'était pas tout aisé. Mais où est-ce que vous voulez en venir avec la question? Parce que vous dites que Kabila a eu 19 ans rien que pour détruire le Congo. Effectivement. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce que lui il a hérité une fois au pouvoir? S'il vous plaît. Pour détruire juste Je vous dis ceci. Aujourd'hui, tout le monde tire sur Tshisekedi. Est-ce que c'est Tshisekedi qui Comme on a tiré sur Kabila? S'il vous plaît. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a engagé 750 officiers rwandais dans l'armée congolaise? Il faut me répondre sur cette question-là. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a obtempéré aux injonctions du genre mixage, brassage, insertion, réinsertion? Ce n'est pas Tshisekedi. C'est un héritage. Jusqu'aujourd'hui, nous avons cet héritage. Je dis, le lien de cause à effet de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est Kabila. Moi, je n'aime pas parler trop de lui, mais vous posez des questions, eh bien, je vous réponds. Il y a des officiers que moi, je connais personnellement, qui habitaient Kankokolo. On les prenait pour des Congolais. Mais lorsque le M23 relance les hostilités, ils ont rejoint le M23. Ils sont plein nombreux là-bas. Donc ici, il faudrait reconnaître que si nous sommes dans ces pétrins, si aujourd'hui le peuple meurt, si aujourd'hui nous souffrons, si aujourd'hui notre armée est faible, si notre armée est infiltrée,
jusque dans sa moelle épinière, c'est à cause de Kabila, et je le dis avec autorité, c'est Kabila qui nous met dans cette situation jusqu'aujourd'hui. Alors qu'il est parti, ça fait 6 ans. Mais écoutez, c'est comme ça que je vous dis... Qu'est-ce qui a empêché les autorités actuelles de corriger ce Kabila? C'est ce que nous sommes en train de faire, s'il vous plaît. En 6 ans... Effectivement, écoutez, l'armée... 3 ans pour que le mandat termine. L'armée, c'est pas l'église, s'il vous plaît, madame. L'armée, il faut recruter. Les mercenaires. Il faut recruter les hommes, y compris les mercenaires, c'est pas un problème. Non. Former d'abord ici et prendre les mercenaires pour comme appui et non compter totalement sur les mercenaires. Voilà, c'est comme ça que... Non, personne ne compte sur les mercenaires. C'est comme ça que je vous dis, il fallait recruter. Quand je parle du recrutement, c'est le recrutement des Congolais. Vous comprenez? Donc, recruter les Congolais, les former, les équiper et puis les envoyer dans la mission. C'est sur la durée. Madame, vous connaissez combien de temps pour un soldat, hein? En fait, combien de temps il faut pour qu'un soldat soit général? Quand il commence sous-lieutenant, pour ceux qui ont fait l'académie militaire, pour qu'il échelonne jusqu'à ce qu'il soit général, ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 10 ans, c'est même pas 20 ans. C'est comme ça que j'ai dit la construction d'une structure comme l'armée, c'est sur la durée. Le délai minimum pour qu'un lieutenant, un sous-lieutenant passe des lieutenants, le minimum c'est 3 ans. Mais moi j'ai des amis qui sont à l'académie militaire, ils étaient sous-lieutenants en 2016, jusqu'aujourd'hui, moi j'étais pas, ça fait 9 ans, ils sont sous-lieutenants. Donc, pour passer des grades dans l'armée, c'est pas facile. Malheureusement, les généraux que nous avons, des colonels que nous avons, c'était le fruit, écoutez, de RCD Goma, RCD KML, quoi encore là, CNDP, M23, et aujourd'hui, vous voulez que ça soit encore composé d'AFC. Voilà l'armée que, s'il vous plaît, voilà l'armée. Infiltration, pourquoi il n'y a pas eu des infiltrations? Qu'est-ce qui a manqué? Comment vous avez pas? Oui, mais vous dites que jusque-là, il y a l'héritage que Kabila a laissé au sein de l'armée. Ouais. Alors, pour la réparation, en fait, moi je suis sur la réparation. C'est comme ça que je dis. Qu'est-ce qui a empêché qu'il y ait réparation? Bien sûr, il n'y aura pas que la formation, mais également enlever ce qui était mal, prendre... des recrutés pour justement former après et équiper l'armée. Vous venez là de parler de la formation et de l'équipement, mais qu'en est-il du nettoyage? Je crois que ça se passe j'allais dire sous notre barbe, j'ai dit sous notre nez, parce que combien de fois on a recruté, vous avez vu? Les armes qu'on a aujourd'hui, ce ne sont pas les armes qu'on avait hier. Le nombre même de nos troupes ont suffisamment augmenté. Mais malheureusement, nous travaillons avec ceux-là que nous avons trouvés. Écoutez, Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir avec ses généraux. Déjà que l'armée est apolitique. Il a trouvé des généraux issus de CNDP, RCD KML, RCD Goma, M23. Il a trouvé ces généraux et il fait avec. C'est ceux-là, des traîtres, des infiltrés, il fait avec, il les a trouvés. Donc pour avoir le généraux actuel, les colonels actuels, ça serait même après les mandats de Tshisekedi. On ne prend pas un sous-lieutenant, on le bombarde général aujourd'hui. Non, malheureusement, c'est ce qui se faisait avant. C'était en majorité des civils ou des gens auxquels on a appris à tirer une arme. Il intègre l'armée et lors des brassages, mixages et tout, la personne devient colonel-major et puis on le bombarde général. Et ce sont les gens qu'on a trouvés. Donc la réparation de notre appareil sécuritaire ou de notre armée, c'est sur la durée, c'est sur les temps. Et même tout ce qui se passe aujourd'hui, mais ça saute aux yeux. Que sur les champs de commandement, il y a des commandants des opérations qui jouent les jeux de l'ennemi. On prend un plan de guerre maintenant, après 30 minutes, c'est dans les camps de l'ennemi. Regardez ce qui s'est passé à Bukavu, plutôt à Goma. C'est un sabotage. Regardez la capacité d'armement qu'on avait à l'aéroport. Vous voyez que ça saute aux yeux, qu'un patriote ne peut pas faire ça. Donc on a fait cadeau de nos armes à nos agresseurs, on a démotivé nos militaires, et tous ces gens-là ont même pris fuite. Donc comprenez que nous avons trouvé une armée décousue à cause des Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes en train de la reconstruire. Et la reconstruction, c'est sur la durée. C'est dans les temps. Ça ne se fera pas par un claque de doigts. Très bien, monsieur Trésor Kalala, secrétaire national en charge de la communication et médias, porte-parole de AADC. Alors, Kabila a laissé une armée... Vous aimez trop Kabila? Décousue. Non, je reviens sur ce que vous êtes en train de dire. Parce que on va évoluer. Aujourd'hui, est-ce que c'est Kabila qui a libéré le rebelle Bernard Biamungu, condamné à mort en 2012? Ok. Écoutez, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé
surtout sur la sécurité, il faut être très informé et très souple. Il y a ce qu'on appelle des secrets défense. Vous parlez de Biamou qui a été libéré en 2019, c'est ça? En 2019. Lorsque le président de la République prend le pouvoir, il prête serment le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Et le mois qui suivait, il fallait libérer des prisonniers politiques, tout ce que vous savez là. Il fallait gracier un certain nombre et une catégorie de prisonniers. Et c'était dans ces lots-là que ces gens-là aussi étaient sortis. Mais ici, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télévision. Vous comprenez? En ces temps-là, effectivement, ils sont sortis. Mais quand bien même ils sont sortis, c'est comme ça que je dis... Il faut comprendre, s'il vous plaît, il faut comprendre le président dans sa dimension d'antan. Même ça là, c'était de bonne foi. Il pensait à l'époque, je suppose, libérer de militaires loyaux congolais, vous comprenez, entre la grâce présidentielle, mais dans le parcours, ces gens-là ont montré leur visage. Une preuve de plus pour dire que cette armée-là, il y avait des gens comme ça. Mais pourquoi Kabila, c'est lui le démon, mais pour le président Tshisekedi, vous dites que c'était de bonne foi? Non, les démons, à quel niveau? Non, mais Kabila, c'est comme ça que vous le présentez. Mais écoutez, tout ce que j'ai dit il n'a rien fait de bonne foi, lui, en son temps. Mais quand j'ai dit que Kabila, c'était l'homme qu'on a mis à la tête du pays pour accomplir le plan rwandais, vous n'en comprenez pas. Et c'est l'homme qui a quand même avec qui on a eu cette passation civilisée du pouvoir. Passation civilisée, vous appelez ça passation civilisée? Ah, aujourd'hui, Madame, s'il vous plaît, les gens sont morts, attention. Kabila n'est pas parti du pouvoir de son propre chef, hein, de sa propre volonté. Ah non, Kabila devait quitter le pouvoir au plus tard le 30 décembre 2016. Mais il a quitté le 19 janvier 2019. Kabila a été chassé du pouvoir par la population. Et il y a eu mort d'hommes. De milliers de gens sont morts. Il y a eu de fausses communes, il y a eu des disparus, des enlevés. Il ne faut pas dire ici que passation pacifique est consciente. Non, Kabila a quitté le pouvoir, c'est un pouvoir du sang. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est le pouvoir du sang. Donc il ne faudrait pas dire qu'il a quitté de manière pacifique, avec volonté, en respectant le nord, mais non. Il devait quitter en 2016, mais il a quitté en 2019. Et dans l'intervalle, il y a eu le sang congolais qui a coulé. Donc, il faut nuancer les choses. Très bien. Alors, est-ce qu'en 2 ans, M. Trésor, vous pouvez nous citer 2 généraux qui sont fait arrêter ou limogés parce qu'ils ont infiltré justement l'armée? Non, mais attention, là, vous me demandez à percer la secret défense. Le secret défense. Écoutez, c'est très sensible ce que nous sommes en train de dire. C'est très sérieux. Il y a certaines questions, on ne se lance pas à répondre. C'est une question, même si je sais... que les responsabilités ne sont pas partagées. Même si je les savais, je ne les dirais pas, madame. Vous pensez que les responsabilités ne sont pas partagées? Entre qui et qui? C'est les décideurs. Responsabilité partagée, comment? En fait, nous avons trouvé une situation que nous sommes en train de réparer. Vous avez trouvé le Congo dans son entièreté. Écoutez, il faut éviter cette façon de poser cette question. J'entends ça même sur plusieurs plateaux de débat. Non, vous avez trouvé un Congo dans son entièreté où il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de... Écoutez, nous avons trouvé un Congo dans son entièreté, une entièreté cosmétique, je l'avais dit. Des façades. Mais dans le fond, c'était pas ça. Pour preuve, quand les Rwandais n'ont pas reçu ce que Kabila les donnait, ils ont repris les armes. Donc le Congo était divisé, ne vous en faites pas. C'est maintenant que nous sommes en train de nous battre pour retrouver l'unité de notre pays et aussi avoir une vraie armée républicaine issue de vraies souches. Parce qu'il n'y a aucune armée au monde ne constituée comme l'armée congolaise a été constituée. Une armée constituée de plus de 10 groupes rebelles. Tu l'as vu où dans le monde? À part au Congo. Donc c'est maintenant que nous devons avoir une vraie armée républicaine capable de défendre l'intégrité territoriale. Très bien. Alors aujourd'hui, vous dites qu'il y avait le Congo était entière de façon cosmétique. Mais parlons de la rapidité avec laquelle les territoires se font menacer. Qu'est-ce qui justifie cela selon vous? En fait, c'est toujours ce côté cosmétique que le régime précédent a laissé. En partie, effectivement. En fait, ce qui justifie, c'est notamment la traîtrise que nous avons dans notre armée. Quand vous avez un général qui amène les troupes à la guerre
Et en entre-temps, c'est lui qui vend le plan des opérations. Que voulez-vous? Quand vous avez un armement comme celui qui était à Goma, ok? Une ville surmilitarisée, suréquipée, mais qui tombe au bout de 3 jours. Comprenez qu'il y a eu complicité à l'interne. Ça saute aux yeux. Il y a eu complicité à l'interne et malheureusement, nous vivons avec. Mais on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer à résister jusqu'à ce que nous aurons la victoire. Jusqu'à ce que vous auriez la victoire. Parlons un peu de la crise sécuritaire et politique. Vous avez commencé avec ça. Vous avez dit qu'au Congo, il y a une crise sécuritaire et non politique. Monsieur Trésor, comment vous expliquez le fait que l'ancien président Joseph Kabila soit exilé aujourd'hui? On va citer Moïse Katumbi. Autant de frustrations au sein de la classe politique. Vous estimez que ceci n'est pas objet d'une crise politique? Non, écoutez, Moïse Katumbi n'est pas en exil, c'est quelqu'un qui est en voyage. Il ne vous a jamais dit qu'il était en exil. Il a quitté le pays en bonne et due forme. Il est parti faire ses affaires. Nous savons que Katumbi, c'est un homme d'affaires. Il est dans ses affaires. Ce n'est pas la première fois qu'il est allé faire longtemps en Europe. Tu sais que du temps de Moïse Kabila, il s'est exilé plus de 10 ans. Donc lui, c'est un homme d'affaires, il fait ses affaires. Personne ne l'a amené en exil. Joseph Kabila ici de vouloir faire entrer des rebelles en réhabilitant justement l'aérodrome. Qui l'a accusé? Et son chauffeur s'est fait arrêter. Écoutez, le chauffeur de Moïse Katumbi n'est pas Moïse Katumbi. Parce que lui, il était déjà parti justement. Je ne maîtrise pas ces paragraphes-là. Donc moi, je sais que Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires qui est dans ses affaires. Qui n'est pas en exil. Il n'est pas en exil, il est dans ses affaires. Joseph Kabila a fui le pays de lui-même. Il a fui le pays. Vous le savez. Joseph Kabila, président fuir le pays. Mais posez-vous la question que les Congolais répondent. Écoutez, Joseph Kabila qui était à Kinshasa dans son Kingakati, calmement, il était dans son Kachamata au Katanga, vivant dans les calmes. Mais un jour, on apprend que Joseph Kabila quitte le pays sans que la DGM ne soit informée, sans que les renseignements ne soient informés. Il est parti. Et vous dites qu'il est en exil? Non, il a fui lui-même le pays et il sait pourquoi il a fui le pays. Donc, Moïse n'est pas en exil. Kabila n'est pas en exil. Dans ce régime, il n'y a aucun exilé politique. Il n'existe pas. Si vous en savez un, citez-le-moi. Il n'y a aucun exilé politique. Donc ici, il faut... Les prisonniers politiques. Qui est prisonnier politique? Mike Nkibai. Il n'est pas prisonnier politique. Écoutez, qui vous dit que être opposant vous donne une carte verte de commettre des infractions? Ah non, être opposant, ça ne t'immunise pas. Même quand tu as les immunités, il y a une procédure pour lever les immunités. Quand tu es opposant, tu commets une infraction des droits communs, on ne te poursuit pas parce que tu es opposant. Donc l'opposition, c'est une carte verte à tout commettre, à commettre des infractions. Ah non, il n'y a aucun politique. De Mike Nkibai, vous pensez que la voie, la procédure était bien suivie? Mais au moment où nous parlons, il y a un procès, madame. Vous ne suivez pas? Si, mais le procès, justement, voilà pourquoi je demandais si vous avez suivi la procédure depuis son arrestation. C'est quand qu'il a eu droit à un procès? Madame, depuis le jour qu'il a été interpellé, le procès a débuté. Donc pour vous, le procès, c'est quand les prévenus se présentent devant les juges. Non, la procédure commence dès les jours de ton interpellation. Il faut mettre l'insiste du fait qu'il était député quand il a été arrêté, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y l'est plus. Donc tout ça, vous pensez que la procédure est respectée? Non, mais c'est quelle conséquence? J'ai dit, député ou pas, tout le monde est en dessous de la loi. La loi s'applique pour tout le monde. Et celui qui est député et celui qui ne l'est pas. Et celui de la majorité et celui de l'opposition. Donc quand un opposant commet une infraction de droit commun, tu incites à la haine tribale, tu incites à l'insurrection, tu incites à la guerre civile. C'est pas parce que tu es opposant que la justice doit t'applaudir. Ah non, tu devrais être interprété. Donc j'ai dit ici, dans ces régimes, il n'y a pas d'exilés politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais Maître Trésor, je veux encore revenir sur Kabila, Monsieur Trésor, parce que vous avez dit compris que vous l'appréciez beaucoup. Non, c'est juste que c'est lui qui a géré le pays et il est parti. Le président Félix est venu, tout comme quand le président Félix passera, on parlera aussi de lui à l'autre régime qui remplacera. Alors Kabila, vous avez dit, il a infiltré l'armée congolaise. Mais qu'est-ce qui lui a empêché alors de mettre en place le plan de balkanisation si telle était justement la mission pour laquelle il a été mis en RDC comme président? Kabila a réussi à mettre la balkanisation déjà dans la tête du Congolais.
Dans la tête. Il a réussi, j'avance, il a réussi à mettre déjà la balkanisation. C'est qu'il a réussi à 100%. Il a réussi à mettre ça dans la tête du Congolais. Il a balkanisé déjà le Congolais comme ça. Oh, monsieur Trésor. Mais je suis en train de vous dire, mais je m'explique. Ici, lorsque le président de la République prend le pouvoir, vous dites qu'il a trouvé un pays en entier. Par contre, il a trouvé un pays déchiré. Un pays déchiré. Mais je vous dis, un pays déjà déchiré même dans la tête du Congolais. Avec l'accord FCC Cash. Écoutez, là on mélange donc, maintenant. Non, là maintenant vous parlez de... Vous êtes au niveau de la tête alors, le raisonnement, la réflexion, la perception de choses. Écoutez, pas dans le concret, le patron. On a trouvé un pays déjà balkanisé. Dans la tête. Dans la tête. Mais du lui Congolais. qui avait une armée palpable comme ça, visible, pourquoi il va balkaniser dans la tête et non directement de façon concrète? Je commence d'abord par la tête. Il a balkanisé ce pays déjà dans la tête du Congolais. Il y a déjà des Sud-Kivusiens qui vous disent, nous, ici c'est bon. Vous comprenez? Il y a même une grande population rwandaise qui s'est installée déjà à Goma, déjà à Bukavu. Déjà quand le président prend le pouvoir, l'année qui suivait ou dans la même année à la fin, vous avez vu même Azarias Roubero aller vouloir consacrer Minembwe comme une commune en toute précipitation. Vous comprenez ça? Donc vous allez comprendre que c'était déjà une balkanisation voilée. Dans la tête des gens, c'était déjà balkanisé. Il n'est resté que maintenant la concrétisation. Et le plan rwandais devait continuer même après Kabila. Vous comprenez? Donc l'effectivité matérielle devait se prolonger même après Kabila. C'est comme ça qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Dieu merci par l'unité de Congolais. Alors qu'il était encore mais la balkanisation, c'est sur le temps. Mais il a réussi d'abord un plan de... en fait, dissoudre les systèmes sécuritaires. Donc couper toutes les normes normales d'une armée, d'une vraie armée. Il a réussi à pénaliser d'abord l'armée. Et là, c'est très important. C'est une porte ouverte déjà à la balkanisation. Donc, le plan ici, c'était quoi? Même si je quitte, donc derrière moi, tout est déjà fait. Vous comprenez? Donc, il a joué le boulot du Rwanda. Donc, c'était... Pour Kabila, vous dites qu'il a joué le boulot du Rwanda. Par contre, pour les régimes, vous dites qu'il s'agit des secrets de défense, des secrets d'État. Non, mais ce que Kabila a fait, c'est palpable, madame. Écoutez, Kabila est général. Soit disons, c'est la première fois que je vois un général de 29 ans, déjà 2 étoiles. Je ne sais pas, il a été sous-lieutenant quand, lieutenant, capitaine, major, lieutenant... colonel full et puis général. C'est pas tout ce temps qu'il a fait. Mais au moins, il a été général. Tu es soldat, tu prends ton pays pour les diriger. Tu quittes le pouvoir 19 ans après, madame. Tu ne laisses même pas un édifice comme un camp Kokolo. Vous trouvez ça normal? Même pas un camp comme le camp Kokolo. Vous ne l'avez pas trouvé. Vous comprenez? Un camp comme un camp Tchatchi. Je vais aller par exemple à Lubumbashi. Un camp comme Kamvango par exemple. Vous n'avez trouvé rien de tout ça. Vous laissez combien d'hommes dans l'armée? Vous laissez quelle capacité, quelle logistique? Et qui dirige cette armée? Bosco Taganda, madame. Sultani Makenga. Makanika. Ce sont les gens que Kagame, plutôt Kabila, fait Kagame à travers Kabila, nous laisse dans ces pays. Et vous dites non, la balkanisation devait être faite. Mais la balkanisation est déjà faite, madame. Parce que Makanika, là, c'est le général de Kabila. Makenga, même moi. Parlons de Taganda et consorts. Si on doit remonter les temps, James Kabarebe et tout et consorts. Donc comprenez que le plan, il fallait l'exécuter sur ses paliers. Et Kabila a accompli une grande partie dans cette histoire de balkanisation. Donc nous étions déjà balkanisés. Et même dans la tête du Congolais, nous étions déjà balkanisés. Mais là, nous sommes en train de nous battre pour recoller les morceaux, madame. On se bat pour recoller les morceaux. De même que Kabila a pris du temps pour détruire le pays et détruire l'armée. De même que nous prenons le temps pour reconstruire le pays et restructurer l'armée. Vous ne citez, enfin, vous, pas vous directement, tout ça là, mais
pondre au moins une liste de ces généraux-là infiltrés. Ce sont des choses qu'on ne dit pas à la télévision, madame. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ce n'est pas forcément à dire ici, mais c'est des informations justement à passer ou à les arrestations, qu'on sache que les gens non, tu ne dois pas savoir. Tu n'es pas obligé de savoir. Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui... les Congolais savent que l'armée a été infiltrée, le Congolais peuvent aussi savoir que voilà, les personnes infiltrées ont été mises de côté, ont été écartées. Tout Congolais normal, c'est que notre armée est infiltrée. Ça saute aux yeux. C'est plus à cacher. Tout Congolais normal, c'est que les généraux que nous avons, la majorité des officiers, s'il vous plaît, c'est issu de tous ces groupes armés. Je me répète. Tshisekedi a trouvé ces gens. Il va travailler avec. Pour qu'un militaire soit général, ce n'est pas dans 6 ans. Un militaire vient d'être formé aujourd'hui dans une armée normale. Il ne devient pas général après 6 ans. S'il vous plaît. Alors, on va parler de... Enfin, il y a eu lynchage médiatique contre les pères spirituels, après justement les rencontres avec Corneille Nangaa, alors que l'idée derrière, comme je l'ai dit d'entre le jeu, c'est de retrouver en fait la paix dans la partie est de la RDC et l'unité intercongolais. Est-ce que leur démarche, elle est mauvaise? En tout cas, je vais vous dire, madame, j'ai mené mes recherches depuis 1960. À ce jour, nous avions eu 73 dialogues. Lorsque je parle de 73 dialogues, c'est toutes ces formules-là. Dialogue, table ronde, c'est pas moi, consultation, et tout ça là. Forum et tout. 73 formules à l'interne, mélangées à tout ce qui s'est passé à l'externe. 73 formules. Mais pour quelle finalité? C'est comme ça que je disais. Quand vous allez dans un dialogue politique, vous verrez que c'est toujours à l'avantage de politique. Le peuple ne se retrouve jamais dans ça. À l'issue de ces dialogues, il y aura toujours partage de postes. Ne vous en faites pas. À l'issue de ces dialogues, il faut gouvernement de l'union nationale. Mais c'est pas ce qu'ils mettent en avant. Il faut gouvernement de la réconciliation. C'est pas ce qu'ils ont mis en avant. Écoutez, il y a toujours des alibis. Je ne vois pas un opposant congolais aller à la table de négociation avec celui qui a le pouvoir et finir ces dialogues-là sans qu'il y ait partage de postes. Non, l'issue, ça sera gouvernement d'unité nationale, gouvernement d'union nationale, gouvernement de réconciliation. Il y aura des choses comme ça. Et là, c'est pour que les opposants aussi prennent place à la gestion du pays. Et malheureusement, dans tout ça, le peuple ne se retrouve pas. Nous connaissons comment ça aboutit. Nous connaissons comment ça commence et comment ça finit. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous en avons l'expérience, madame. Donc, cette fois-ci, ça ne fera pas l'exception. C'est ce que je dis. Fayulu peut s'entendre avec Kabila, Moïse et tout. On s'entend, Tshisekedi, ok, c'est bon, très bien. Cohésion nationale, paix, réconciliation, très bien. Mais aussi longtemps que sur les champs des batailles, il n'y a pas une vraie force en présence en face de nos agresseurs, eh bien, l'ennemi continuera à avancer. Donc notre cohésion ne va apporter rien. C'est comme ça que j'ai dit ici. Une cohésion, le temps de préparer encore l'armée de façon plus efficace. Ici, nous devons mettre l'accent ici, sur l'armée. Les dialogues là, ça sera un dialogue politique. Et non sécuritaire. Comme ça, moi j'ai dit, le vrai dialogue ici, ça doit être le dialogue sécuritaire. Qui doit prendre Macron aux prises? Tshisekedi doit négocier avec Macron. C'est ça le vrai dialogue qui touche à la sécurité. Mais ce que le prêtre font, ce que les autres opposants sont en train de demander, c'est un dialogue politique qui va déboucher au partage des postes. En fait, ça ne va rien résoudre à l'est de notre pays. Ça va déboucher à quoi? En fait, qu'on mette fin à cette histoire de guerre, parce que Macron l'a prouvé. Un simple coup de fil a suffi pour que Kagame retire ses hommes à Bukavu. Donc ici, le vrai dialogue, c'est avec Emmanuel Macron, qui est le vrai parrain de Kagame, et qui l'envoie en garçon des courses à la République démocratique du Congo. Donc le vrai dialogue en matière de sécurité, c'est avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas avec le M23, moins encore avec Kagame. Parce que lui, il n'écoutera rien au dialogue, aussi longtemps que la France n'a pas donné injonction. Vous comprenez? Donc le dialogue, c'est à ce niveau-là. Une façon de dire aussi que la diplomatie n'est pas agissante. Non, écoutez, la diplomatie, La diplomatie a échoué. Non. Nous avons largement avancé dans notre diplomatie. D'abord ici... Macron a dit qu'il faudrait aussi prendre en charge, prendre en compte votre souveraineté. Il n'y aura pas toujours deux États qui viendront là pour vous soutenir, pour vous aider. Vous devriez vous prendre en charge. Non, mais là, ce sont les paroles. Mais il sait, nous savons
une façon de dire organisez-vous en interne avec votre armée, devenez un État puissant. Écoutez, et voilà que ils sont les premiers à dire ça, ils sont les premiers à nous fragiliser. C'est pas un secret. Nous avons trouvé une armée déjà décousue, je vous ai dit. Mais c'est pas ça le problème. C'est ça là, Monsieur Trésor. C'est ça le problème. On a trouvé l'armée décousue, on a trouvé. C'est une évidence. On a trouvé. Madame Tania, ça ne permet pas c'est que le problème soit bien posé et que les nous sommes en train de régler le problème, mais retenez que c'est un problème existentiel. C'est du vécu. Nous avons trouvé ça. Nous devons le dire. C'est un état des lieux. Nous devons dire que nous avons trouvé ça et nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Donc pourquoi ne pas commencer par on a fait ça. Écoutez, nous sommes en train de faire, je dis ici, le budget que nous avons aussi dans l'armée, madame. Écoutez, depuis que ce pays est Congo, depuis que ce pays existe, le budget, l'argent qui est dépensé dans l'armée actuellement, aucun régime là n'a dépensé. Nous sommes en train de faire, s'il vous plaît, dépenser en faveur vraiment de l'armée. Je parle de l'armée. Je parle de l'armée. Bon, moi, je parle de budget prévu pour l'armée. Mais l'exécution doit suivre également le budget. Mais vous avez les hommes formés, madame. Le nombre de troupes que nous avons aujourd'hui, ok? Ce pays ne l'a jamais eu. Nous sommes en train de faire. Les armes que nous avons aujourd'hui, ce pays ne l'a jamais eu. Nous avons des armes que ce pays n'a jamais achetées. Nous les avons achetées. Donc ne dites pas que nous sommes en train de dire que nous avons trouvé comme ça et nous ne faisons rien. Non. Nous sommes en train de faire et c'est palpable. Non, la manière dont vous ne faites pas. Non, je dis est-ce que non. Je dis est-ce que le fait de dire à chaque fois que on a trouvé des nous les dirons en fait, de pleurnicher, voilà. À chaque fois des gens trouvent de termes, non, c'est pas pleurnicher. Pourquoi ne pas changer carrément pour dire, on a commencé par dire présenter les actions. Mais je suis en train de vous présenter les actions. Madame, aussi longtemps qu'on posera la question sur la situation sécuritaire du Congo, cet élément d'infiltration de la traîtrise, nous la soulèverons. C'est un problème existentiel. Nous vivons dans ça. C'est une évidence. Devant les évidences, on s'incline. C'est une évidence. Nous avons une armée infiltrée. Nous avons hérité d'une armée décousue, une armée délabrée. Une armée qui n'existait que de façade. Mais dans le fond, il n'y avait rien du tout. Et tout est à nu aujourd'hui. Des actions concrètes menées justement en faveur de cette armée. Mais c'est ce que je dis. Déjà aujourd'hui, le budget que nous avons aujourd'hui, aucun régime n'a déjà déversé beaucoup d'argent comme ça. Aujourd'hui, le nombre de nos militaires, aucun régime n'a déjà recruté plus que ces régimes. S'il vous plaît, la manière dont le militaire s'habille aujourd'hui et sont équipés aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans ces pays. Donc, leur pays, nous sommes en train d'avancer. Écoutez, moi je n'aime pas danser sur cette fibre-là, de vouloir décourager le militaire ou les inciter à la révolte. Non, parce que ce sont des questions très tendancieuses. Non, mais malheureusement, c'est ça les effets que ça produit dans leur chef. Non, tout le monde est en train de soutenir les FRDC. L'idée, c'est de voir le vaillant militaire garder... Écoutez, on va parler de la morale, en fait. D'abord, j'aimerais vous dire ceci. Loin l'idée de les décourager parce que ça sera en faveur de j'aimerais vous dire ceci. Nous sommes tous Congolais. J'aimerais vous dire ceci. On ne va pas dans l'armée pour s'enrichir. L'armée, c'est une vocation. Vous comprenez? Aller dans l'armée, c'est une conscience personnelle, une conscience patriotique. Je vais pour mourir pour mon pays. Je ne vais pas dans l'armée pour une vie de l'opulence. Non, c'est une vocation, je vais mourir. Vous comprenez? Mais en appliquant cet instinct, je voulais dire... c'est cette conscience-là, eh bien, il y a une rémunération reconnue dans l'armée. Mais il ne faudrait pas dire ici que les militaires doivent être riches. Non. Tu sais combien touche un militaire rwandais? Le moins payé. Il touche $39. Vous avez entendu le Rwandais chanter, monter sur la tôle comme on le voit ici au Congo? Les militaires rwandais, le moins payé, touche $39. Ils ne se plaignent pas. Ils savent qu'ils ont donné leur vie pour conquérir l'Est de la République du Congo, pour que les enfants, effectivement, pour que leurs enfants puissent vivre chez nous. Mais pourquoi vous, les journalistes et certains opposants, dans tous les médias, ça pilule, les militaires ils touchent autant, les militaires ils touchent autant. Les militaires ne vont pas dans l'armée. Non. Parce que quand vous dites, vous, madame, c'est très dangereux. Opposants, voilà. Non. Vous savez que s'ils ont à gagner. Non, vous m'avez invité, c'est moi qui parle. Mais non, justement, laissez-moi chuter. Non, on ne se dispute pas. Écoutez, laissez-moi parler. Il faut recadrer aussi certains propos. Effectivement, je dis ceci. Le militaire, écoutez, quelqu'un qui va dans l'armée ne va pas pour s'enrichir.
ne va pas pour vivre une vie d'opulence. Nous allons dans l'armée pour mourir. C'est ça l'esprit du soldat. Vous comprenez? Donc ce n'est pas que je vais dans l'armée, je suis chômeur, j'ai pas de boulot, je vais dans l'armée comme un emploi. Non, on va dans l'armée pour mourir. Ça veut dire je renonce à moi, je renonce à ma famille, je renonce à ma société, je vais mourir. Voilà. Donc c'est ça l'esprit militaire. Alors quand les gens pensent, ils sont payés $80. Le problème c'est pas payer. Le problème c'est ce qu'il a poussé dans l'armée. Il est allé mourir. Donc un soldat n'existe plus. Il est mort. Il n'attend que son temps. C'est ça l'esprit patriotique et c'est ça l'esprit militaire. Alors quand les gens pensent qu'ils sont payés $80, ils sont payés $100, ils sont des faussetés en plus. Donc ici, notre armée, nos militaires sont là-bas pour mourir. Pour nous. C'est pourquoi je le félicite. Je le respecte et je n'aime pas qu'on touche les militaires n'importe comment. Parce que ce sont des gens qui ont fait ce que nous, on ne peut pas. Ils donnent leur sang pour nous. Ils ne sont pas allés là-bas chercher l'argent. Ils sont allés mourir. C'est comme ça qu'il faut prendre ça. Très bien. Très Alors, important. dans cette voie du dialogue de la SENCO et les CC, vous pensez que le gagnant le pays, la RDC, ne gagnera rien s'il faut suivre cette voie? Procédure de la SENCO, d'abord, moi, je ne désapprouve pas parce que ça ne va rien apporter. Il y a déjà un problème de fond et de problème de forme dans cette procédure de la SENCO. Sur le problème de la forme, déjà les personnes qui mènent les démarches, ce sont des opposants du régime. Cholé, Bukundoa, Fulgence Mouteba. Des opposants? Ouais, l'autre là c'est qui? Senga. Ce sont de politiciens en soutane et en veste. Ok? Vous suivez leur discours. Vous suivez leur comportement à l'égard du régime, même à l'égard de l'individu de Tshisekedi. Déjà sur le plan de la forme, les personnes qui mènent ces démarches-là, ce sont des opposants de Tshisekedi. Comme les tempères, ils ont rencontré le président je suis sur le qui a approuvé cette démarche-là. Écoutez, je suis sur le plan de la forme d'abord. Laissez-moi, s'il vous plaît. Sur le plan de la forme, les personnes qui mènent cette démarche, ce sont... Mais le président ne va pas vouloir que des opposants mènent cette démarche. Laisse-moi parler. Seulement s'ils étaient opposants comme mais ils se disent prêtres, mais nous savons voir dans leur comportement, dans leurs actions, dans leurs attitudes, dans leurs discours. Ce sont des opposants. Ok? Ce sont des opposants en soutane et en veste. Sur le plan de la forme, ça pose problème. Ces gens-là respirent la haine de Tshisekedi. Ils transpirent la haine. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il respire la haine? Mais il faut entendre, il faut écouter, il faut écouter Cholé parler. Il faut écouter Ambongo parler. Pour comprendre que ces gens ont une haine même rémunérée sur le président de la République. Dénoncer une action quelconque, ça rend notre haine. Je ne parle pas de dénoncer. Laissez-moi développer ma réflexion par rapport à votre question. Donc je disais déjà sur le plan de la forme, ça pose problème. Les personnes qui mènent la démarche, ce sont des personnes qui n'ont jamais voulu de la tête de Tshisekedi. Effectivement, pour eux, Tshisekedi ne doit pas être là. Même un Chinois peut venir diriger le Congo, mais pas Tshisekedi. Ce sont des gens qui sont hostiles à Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous emmène malheureusement, c'est quand même fort ce que vous dites. Effectivement, nous entendons ça dans leur discours, même sur leur visage lorsqu'ils doivent parler de Tshisekedi. Mais madame, vous ne me laissez pas avancer. Donc, déjà sur le plan de la forme, surtout sur le plan de la forme, ça pose problème. Les castings des gens qui mènent ces démarches-là, ça pose problème. Regardez leur rencontre avec Nanga. Tu as vu dans quelle aisance ces gens-là étaient? C'est la première fois que je vois la 32e dent de Cholé. Tout simplement parce que... ce voyou-là, c'est qui? Nanga dit, je me suis rasé. Mais il a ri aux éclats. Ils étaient tout contents. Et même les gens avec lesquels ils étaient en face, vous sentez que déjà sur le plan de la forme, ça pose problème. Je les ai vus à côté de Kagame. Mais regardez les attitudes, regardez les accolades, regardez tout ce qui se passe là. Déjà sur le plan de la forme, ça pose problème. Maintenant dans le fond, écoutez madame, cette démarche-là vise à dédouaner le Rwanda de tous les crimes qu'il a commis en République du Congo. Cette démarche vise à congoliser cette crise sécuritaire. Alors que nous savons... Moi, j'ai pas vu les 30 dents, hein, monsieur Trésor Kalala. Non, mais écoutez, quand on vous balance une image de 30 secondes, on ne peut pas tout voir. Moi, j'ai vu toute la vidéo. Vous comprenez? Donc, ici,
vous avez des gens qui veulent dédouaner les Rwandais de tous les crimes que le Rwanda a commis du Congo. On veut congoliser la crise. Non, la crise ici, nous sommes dans une guerre d'agression. Le Rwanda nous agresse. C'est pas une affaire de Congolais. Mais quand Cholet dit que le président est au courant de cette démarche, le président est très bien informé, donc encourager une démarche pareille. Non. Le président n'a pas encouragé ça. Non, il a soutenu. Il n'a même pas soutenu. Non, le président est au courant. Ok? Mais c'est différent. Si ici ils n'avaient pas la permission du président, ils allaient voir Nanga. C'est pas le président. Et revenir aisément. Écoutez, c'est pas le président. C'est pas le président qui donne les autorisations. Écoutez, ils sont venus avec un plan. Ok, s'il vous plaît, ils sont venus avec un plan déjà élaboré. Ils l'ont présenté au président de la République. Le président a constaté. Ils ont informé le président de la République. Nous voulons mener telle démarche. Et le président a constaté. Il les a jamais mandatés. Il les a jamais mandatés. Le président soutient notre initiative. Non. Il faut, tu sais, moi je suis né d'une école de débat et en tant que juriste, on m'a enseigné ceci. Lorsque quelqu'un parle ou écrit, il faut comprendre la lettre et l'esprit. Ne vous fiez pas à la lettre ou à la parole. Il faut aller dans l'esprit. Moi, je suis dans l'esprit. Vous allez comprendre que ces gens-là avaient déjà leur plan, qu'ils sont en train d'exécuter. Et aujourd'hui, moi, je me dis, cette démarche est destructrice pour le pays. Ça ne va pas sauver le pays. Bien au contraire, ça enfonce le pays davantage parce que ça dédouane le Rwanda de tous les massacres, le viol et les pillages qui se passent dans le Congo. Parce qu'ici, il faut montrer que la crise est congolaise et non internationale. Non, la crise est internationale parce que le Rwanda est en train de nous agresser, d'où nous devons les traiter comme agresseurs. Kagame. En fait, maintenant, quand vous avez des gens comme les Nanga, qui on appelle pour habiller cette histoire-là, c'est comme ça que je dis ici, que Dieu s'occupe de lui comme il s'occupera. Kagame est déjà affaibli. Il était déjà dépassé par la puissance diplomatique de Tshisekedi. Tous les rapports ont convergé pour dire que c'est les Rwandais qui agressent la présidence du Congo, ce n'est pas des Congolais. Mais Nanga est allé vers lui comme des béquilles. Malheureusement, les prêtres sont allés aussi vers Nanga pour crédibiliser ces démarches. Nanga est allé comme béquille de Kagame pour justifier sa présence en présidence du Congo. Donc ici, Nanga, c'est comme une capote que Kagame utilise pour pénétrer la République du Congo jusque dans sa matrice, afin de le contrôler. Mais une fois que Nanga aura joui, il va enlever la capote qui est Nanga et il va jeter. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le vrai agresseur de la République du Congo, c'est Kagame, mais qui a utilisé Nanga comme une capote. Donc ici, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais les prêtres, eux, quand ils sont dans leur démarche, en fait, ils veulent congoliser la crise. La crise n'est pas congolaise, c'est le Rwanda qui nous agresse. Okay. Alors, sur la démarche de prêtres pour chuter, moi, je suis totalement en désaccord avec ces démarches parce que ça ne va apporter rien aussi longtemps que sur les champs des opérations, on ne produit pas les résultats. Ça ne va rien produire. Malheureusement, cette démarche va dans la logique que Kagame continuera à nous malmener comme un peu de nous malmener. Il faut mettre de côté la démarche de prêtre et attendre la riposte rigoureuse qu'a promis le président. Effectivement. Jusqu'à quand? Ici, la vraie solution ici, c'est une vraie action opérationnelle. Qui viendra quand? Et quand vous me posez la question de savoir qui viendra quand, madame, réfléchissant. Attends, est-ce que vous êtes sérieuse quand vous me dites, vous me posez une question du genre, laissez-moi finir. Chaque seconde compte pour la sécurité de Congolais. Je dis, est-ce que vous êtes sérieuse quand vous me posez la question, s'il vous plaît, que je vous réponde que nous allons lancer les hostilités telle date à telle heure? C'est une question que je dois répondre à la télé? Est-ce que la réponse attendue, c'est de donner l'heure et la date? Mais vous avez dit quand? Le quand, c'est une notion de temps. Justement, c'est une réflexion par rapport au fait que chaque seconde compte. Donc, il faut une riposte rapide également, rigoureuse et rapide. Effectivement, parce que chaque minute qui passe, c'est compté comme étant un moment de danger pour tout Congolais. Effectivement, les mesures sont en train d'être prises. Au moment où nous parlons avec vous, les gens travaillent sur ça. On travaille sur ça, mais ne venez pas, ne poussez pas les gens à passer à la télé pour dire que nous allons attaquer tel jour à telle heure. Non.
il y aura une action qui sera menée. Est-ce que sécurité, soyez-en sûrs. déjà se dire qu'on va attaquer à telle heure, à Mais telle quand date vous me et tout, posez la une question de façon savoir préparer vous l'ennemi. allez attaquer Non, quand? c'est une façon de dire, je le dis, que chaque minute qui passe représente un danger en fait pour tout Congolais du moment où mais qui l'ignore? L'ennemi est encore là. Qui l'ignore? L'ennemi où il y a la menace qui s'est fait Mais qui sentir. l'ignore? Personne ne l'ignore. Parce que quand vous êtes catégorique on sur travaille de la sur démarche, ça. On parce que travaille sur pour ça. vous, même la démarche de catholique n'apaise rien. Non, ne pas vient du tout. rien faire. Rien du tout. Alors, rien du tout. Parce que ici, nous devons être en face de nos vrais interlocuteurs. Madame, s'il vous plaît, j'aimerais rappeler aux Congolais, ouvrir l'esprit aux Congolais. Ça va nous aider. C'est très important ce que je vais dire. J'aimerais le dire sans que je ne sois interrompu. Ici, le vrai problème, c'est quoi? C'est que Kagame et ses parrains veulent renouveler leur personnel en République démocratique du Congo. Donc Kagame veut renouveler son personnel rwandais en République démocratique du Congo et dans toutes les institutions. Je vais le prouver. Madame, ici, nous devons comprendre que c'est les Rwandais qui veulent nous occuper et nous diriger. Vous vous souviendrez qu'en 2002-2003, il y a eu dialogue de Sun City. Le Rwanda est venu négocier, trouver des accords de paix pour son compte. Et là, c'était sous les couverts de RCD Goma. Les Rwandais sont venus négocier sous couvert de RCD Goma pour trouver leurs intérêts et ils en ont trouvé. On évolue. En 2009, les mêmes Rwandais reviennent négocier leurs intérêts, mais cette fois-là sous couvert de la CNDP. Ok? On dit que c'est CNDP, mais dans les coulisses, le Rwanda a encore négocié. On évolue. En 2013, le Rwanda vient encore négocier ses intérêts. Et ils en ont eu, cette fois-là en 2009, avec le M23. Aujourd'hui, en 2025, le Rwanda encore revient, demande un dialogue, négocier pour trouver encore leurs intérêts, cette fois-là sous couvert de AFC. Et demain, en 2027, 2030, donc si nous négocions aujourd'hui, on leur donne encore ce qu'on leur donnait avant, voilà, aujourd'hui, on va donner, et en 2027, ou 2030, 2032, ils viendront encore cette fois-là peut-être sous couvert de M30. Jusqu'à quand nous finirons cette histoire de dialogue en dialogue, pendant que c'est les Rwandais à chaque cycle qui renouvellent son personnel dans les institutions congolaises et même dans l'appareil sécuritaire. C'est comme ça que je dis, tout ce qui commence, un jour ça doit finir. Et le moment que ça finisse, c'est aujourd'hui et maintenant. Nous devons régler cette histoire pas par des dialogues, ça serait reculé. Nous devons régler cette histoire par la force et nous y arriverons. Parce que j'ai fait confiance au président de la République, je fais confiance à nos forces armées, je fais confiance au peuple congolais. Et c'est là que je profite même de cette occasion pour lancer un message direct au président de la République. Je veux souhaiter que je sois zoomé. Monsieur le président de la République, c'est Trésor Kalala qui vous lance un message. Monsieur le Président, vous avez l'occasion aujourd'hui d'entrer dans l'histoire de ces pays en devenant le deuxième Lumumba, en mettant fin à la guerre des 30 ans. Cette guerre, nous ne mettrons pas fin par des dialogues, par des négociations, par des concessions. Nous mettrons fin à cette guerre par la force. Ne récupérons pas ce qu'on nous a pris de force par les dialogues ou les négociations. Donc, vous êtes face à l'histoire. Je me rappelle le 21 décembre, j'étais à la cité de l'OIA, j'étais en face de vous, à la 4e rangée. Vous nous avez dit, vous n'abandonnerez pas le peuple congolais, même si ces terroristes-là arrivaient à la porte de l'OIA. Donc aujourd'hui, vous êtes face à l'histoire, vous êtes face au peuple congolais, ne négociez pas, nous devons nous battre même si ça doit nous coûter notre vie. C'est de cette manière-là que nous mettrons la fin à la guerre de manière définitive. Maintenant, ici, j'aimerais m'adresser au peuple congolais. Nous avons la dernière cartouche. C'est le président Tshisekedi. C'est lui qui est au front. Il refuse de donner ce que les autres donnaient. Il refuse de renouveler le personnel rwandais dans les institutions congolaises. Ici, nous devons les soutenir, nous mettre ensemble, nous battre pour notre fierté d'abord, pour notre intégrité territoriale. Si ces gens arrivaient ici, si les bombes commencent à tomber, ça ne choisira pas l'opposition, la majorité, la société civile. Nous serons tous à l'unanimité esclaves du Tutsi. Et c'est ça qui ne passera pas. Nous devons nous souder les coudes et refuser ça. Et là, c'est derrière le FARDC, derrière le président de la République, dans l'unité d'esprit
et d'action animée de cette fibre patriotique, nous allons gagner. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Trésor Kalala, cette émission est terminée. Merci pour vos analyses pertinentes. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas si vous aurez besoin d'un mot de la fin ou vous avez déjà conclu. En fait, le mot de la fin, ça ne va pas s'éloigner totalement de ce que je venais de dire. J'active encore ces sursauts patriotiques, cet esprit collectif, parce que j'entends des choses dans les réseaux sociaux, je vois des choses à la télé. Il y a des gens qui chantent même Nangayaka. J'ai vu au Katanga, au stade même on chantait que Nanga pouvait venir. C'est une naïveté. C'est la plus grosse bêtise que les générations futures ne nous pardonnera pas. Ici, ce n'est pas question de l'individu de Tshisekedi. Ce n'est pas un problème du régime Tshisekedi. Ce n'est pas un problème de communicateur de Tshisekedi. Opposition, majorité civile. C'est une situation de la nation. Donc ici, il faut empêcher que le Rwandais nous domine. Ce n'est pas Nanga qui vient. C'est lui qui vient, ce Paul Kagame, qui veut rendre le Congolais esclave. Et le Congolais dans son ensemble. Donc, si tu es opposant et que tu n'as plus le monopole sur ton pays, tu n'auras même pas le temps d'atteindre ton objectif, qui est celui de conquérir le pouvoir, parce que ton pouvoir te sera déjà arraché par l'agresseur. Donc, le Rwandais ne t'aimera pas parce que tu es opposant. Tu vas souffrir au même titre que tout le monde. Donc, unissons nos forces, unissons-nous en esprit et en vérité, afin de défendre notre patrie, afin que nous ne soyons pas esclaves du Tutsi. Voilà le mot que je peux dire au peuple congolais. Très bien. En 6 ans, vous pensez que, on va dire, le secteur sécuritaire a été une réussite pour ce régime? En 6 ans, il faut reconnaître que le secteur sécuritaire est en train d'être réformé. Très bien. Cette émission est terminée. Messieurs, dames, merci pour la confiance renouvelée à chaque fois. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. C'était Monsieur Trésor Kalala. Il est secrétaire national en charge de la communication et médias du parti AADC. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure. Merci à toute l'équipe technique de CML 13 Télévision d'avoir concouru à la réalisation de ces magazines. Je l'ai dit, on se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 Télévision. Au revoir.